Bonjour, on espère que vous allez tous bien et que vous avez bien profité du premier panel. Là, nous passons au deuxième panel. Donc, je me présente une nouvelle fois. Je m'appelle Oumoul Khairili et j'ai en ma présence d'honorables invités. Le professeur Sidine Dao, qui est le fondateur de cette école, DOST, Pan-African Robotics Competition. Ensuite, nous avons le docteur Moustapha Cissé, ici présent, qui est le directeur du premier centre de recherche intelligence artificielle en Afrique, Ghana, Accra, et qui travaille aussi à Google. Et enfin, nous avons le docteur Alpha Dia, qui est économiste, directeur des études de la recherche et de l'innovation et de l'UBS. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais donner le soin à mes invités de se présenter. Je commence par le professeur Ndao. Professeur, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de votre expérience, de votre parcours? Bonjour, je m'appelle Sidine Dao, je suis professeur à l'Université de Nebraska aux États-Unis, dans le département de génie mécanique et matériaux. Alors, je m'excuse aussi de ma voix, j'ai un peu perdu la voix à cause de cold. Comme je disais, je suis professeur à l'Université de Nebraska aux États-Unis et je travaille dans les sciences des nanosciences et nanotechnologie. Et à part mes propres recherches, je suis aussi fondateur de Dakar American University of Science and Technology, qui est une université qui se trouve ici au Sénégal. Et nous avons aussi une organisation qui s'appelle Sénécole, qui promeut l'éducation scientifique en Afrique. Et l'un des programmes qu'on a s'appelle le Pan-African Robotics Competition. C'est une compétition robotique qui regroupe les pays africains autour d'une compétition de robotique sur le thème qui est intéressant pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup, professeur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ce parcours si riche. Donc, je passe la parole au docteur Moustapha Cissé. Je m'appelle Moustapha, je suis professeur à l'African Institute of Mathematical Science. Je dirige aussi un centre de recherche en intelligence artificielle à Google. Je travaille depuis quelques temps maintenant. Je suis chercheur, je travaille à faire avancer dans un certain périmètre la recherche en intelligence artificielle, mais je contribue aussi dans une certaine mesure. Donc je contribue aussi dans une certaine mesure à la formation d'étudiants en intelligence artificielle. Nous avons lancé récemment un programme de master qui s'appelle le African Masters of Machine Intelligence à Ames, à Kigali au Rwanda, qui est entièrement sponsorisé par Facebook et Google, où on a reçu la première promotion depuis septembre. Et donc voilà, c'est ça que je fais. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Abdoul Alpha Dia, je suis économiste de formation et j'enseigne l'économie depuis 10 ans. J'ai d'abord commencé ma carrière à l'université de Bombay, où j'ai démarré en 2006 ou 2007 je crois, c'était la toute première année de démarrage. Et depuis 2013, j'ai rejoint l'Université virtuelle du Sénégal, qui est la première université virtuelle de la sous-région. Donc c'est de l'enseignement à distance. On a démarré en 2013 avec à peu près 2000 étudiants. Cette année, nous étions à 22 000 étudiants. On attend 10 000 nouveaux bacheliers, donc on passera le cap des 30 000. Et ce qui fait aujourd'hui de l'UBS la deuxième université publique du Sénégal en termes d'effectifs. Mais l'UBS, ce n'est pas seulement que cela. L'UBS, c'est aussi une autre façon d'enseigner et d'apprendre. Et nous aurons peut-être probablement l'occasion, dans les discussions, de revenir sur tout ça. Merci. Alors, la robotique en tant que sujet, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être on en parle beaucoup ces jours ici, ces jours-là en Afrique, ces temps, mais la robotique a été utilisée pendant plusieurs années dans d'autres pays. Et toutes les voitures qu'on conduit aujourd'hui, ou bien les machines qu'on utilise, sont fabriquées par des robots. Alors la robotique, c'est la science qui nous permet de
manipuler et de créer ces robots. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est simplement un objet, une machine qui a certaines fonctions. Et pour faire ces fonctions, la machine doit être programmée. Et les principaux composants d'un robot, c'est ce qu'on appelle le brain. Aussi, c'est le processeur qui permet au robot vraiment de prendre les commandes et de les effectuer. On a aussi ce qu'on appelle le body of the robot, c'est le corps du robot. Et il y a les membres du robot comme les roues ou bien les manipulateurs. Alors c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très vraiment complexe, mais c'est une machine très simple qu'on peut créer en utilisant les outils qu'on utilise pour créer des autres objets. Et pour lui donner des instructions, on utilise des commandes qu'on écrit à travers les ordinateurs, des codes. Alors comment la robotique peut être utilisée pour l'Afrique? Alors je pense qu'on a déjà l'exemple de ce qui se passe en Europe ou en Asie, où la robotique est utilisée dans presque tous les domaines, tels que je mentionnais déjà, qu'on utilise pour la fabrication des automobiles. Aujourd'hui, si vous chargez des photos sur Facebook, ou si un de vos amis charge des photos de vous sur Facebook, même si la personne ne vous tag pas, Facebook est en mesure de vous dire à telle personne à charger une photo de vous sur Facebook, et parce qu'il y a des algorithmes intelligents qui vous reconnaissent dans toutes les photos et qui vous permettent de vous alerter. Alors ça, ce sont des applications de tous les jours, mais il y a des applications encore plus intéressantes dans le domaine de la santé où, par exemple, nous à Google, on a développé un système de diagnostic automatique qui permet de diagnostiquer certains cancers avec une acuité et une précision qui est supérieure à la précision de la plupart des cancérologues qui existent. Et c'est pareil pour diabetic retinopathy, je ne sais pas comment on dit ça. Diabetic voilà, diabète, la cécité due au diabète, voilà. Il y a plein de choses comme ça, donc il y a plein d'applications dans la santé, il y a des applications dans la recherche d'informations, etc. Et donc globalement c'est à ça que consiste l'intelligence artificielle. C'est devenu une science assez importante par sa capacité à transformer nos interactions et beaucoup de domaines dans nos vies. Mon autre question serait celle-ci. Qu'est-ce qui vous a en fait motivé à être à la tête du premier centre de recherche réservé à l'intelligence artificielle en Afrique? Quels ont été les facteurs qui vous ont motivé à accepter cette... Alors, je venais tous les étés enseigner dans des écoles d'été en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, etc. Et à chaque fois, quand je repartais, je me disais, c'était complètement une déconnexion. Je rentrais dans un nouveau monde où on refaisait des trucs qui sont exotiques pour l'Afrique, mais qui sont absolument importants. Et si on interroge l'histoire, en fait, c'est de cette façon-là que se sont construites toutes les inégalités. C'est-à-dire, toutes les inégalités qu'on a observées au fil de l'histoire ont eu pour fondament, les fondamentaux de cette inégalité-là ont toujours été des fondamentaux technologiques. C'est parce qu'en Europe qu'il y a eu la révolution industrielle, qu'ils ont été beaucoup plus développés que les autres. C'est pareil après pour l'atome, c'est pareil pour le web, pour le digital, etc. La seule différence maintenant, et ça c'est une chance pour nous, Africains à mon avis, c'est que les barrières qui existaient avant pour l'information n'existent plus. Aujourd'hui, vous pouvez être là et avoir accès à la même information qu'une personne qui en a même. Et pour cette raison-là, je pense qu'il y a une chance à saisir, et c'est ce que disait Sidi tout à l'heure. Donc il y a plus d'un an, j'ai décidé de rentrer en Afrique, donc de démissionner de mon poste à Facebook. Donc je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire. En fait, j'avais juste un plan de créer une formation en intelligence artificielle pour des jeunes étudiants qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais il y a 10 ans. Et donc j'ai commencé à discuter avec Ames, donc il y a des étudiants de Ames ici. Et donc entre-temps est né le projet du centre de recherche, des discussions avec Google, etc. Donc je suis parti à Google. Et donc la condition c'était que je rentre en Afrique.
C'était ça ma condition, et donc voilà, donc on a ouvert un centre de recherche ici, et en même temps nous contribuons à la formation à l'African Institute of Mathematical Science. Donc le vrai moteur de toute cette histoire, c'est comment nous pouvons faire en étant dans le contexte, parce qu'il n'est pas possible de détacher, de séparer la technologie et la science de l'environnement dans lequel la technologie et la science est produite. Donc si aujourd'hui vous inventez un robot, si vous l'inventez en Californie, ce robot n'aura pas la même structure ou n'aura pas les mêmes fonctionnalités que si vous l'inventez en Afrique, parce que le contexte dicte les besoins en fait. Et en tant que chercheur, ce qu'on fait, notre travail, c'est de répondre à des questions. En fait, c'est d'abord de poser des questions et ensuite de répondre à ces questions-là. Et les questions qu'on pose et les challenges scientifiques qu'on décide de résoudre ou d'attaquer dépendent intrinsèquement du contexte dans lequel on se trouve. Donc en fait, c'est une des raisons principales pour lesquelles on a décidé de venir, de nous installer ici, de pouvoir interagir avec les institutions de recherche, les institutions scientifiques locales, et de travailler sur des problèmes qui peuvent être d'intérêt pour les populations locales. Donc voilà, en somme, c'est essentiellement cela. Ouais. D'accord, donc on vous remercie pour votre contribution. Monsieur Al-Fadja, j'ai une question pour vous. Donc, vous travaillez au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, on aimerait savoir pourquoi avoir créé cette université virtuelle du Sénégal et quel en est le fonctionnement, c'est-à-dire comment l'université fonctionne avec les espaces curriculaires, etc. Oui, l'UVS en fait est une université publique, donc qui a été créée par l'État. Si on veut remonter à l'origine, le point de départ a été la CNAES. En 2013, il y a eu de grandes concertations qui ont réuni tous les acteurs de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et plusieurs recommandations ont été exprimées à l'issue de la CNAES. Et l'une des recommandations était, disons, de favoriser, ou plutôt de mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur. Et notre recommandation a consisté un peu à voir comment élargir l'accès à l'enseignement supérieur, également sur le plan géographique. Si vous regardez aujourd'hui la carte universitaire au Sénégal, elle est essentiellement le long de la côte ouest, le long de la face atlantique. C'est là où nous avons les principales universités. C'est Saint-Louis, c'est Thiès, c'est Dakar, c'est Ziguinchor. Et ça signifie que plus vous vous éloignez de la face atlantique, moins vous avez d'établissements d'enseignement supérieur, ce qui est un vrai problème en termes d'égalité dans l'accès à l'enseignement supérieur. L'autre défi, c'était de mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur. Et là aussi, si vous regardez un peu, vous vous rendrez compte que le monde a changé d'une façon radicale au cours du XXe siècle. Et paradoxalement, l'école a très peu changé. Mon grand-père qui a fait l'école coloniale au début des années 1900, s'il revenait aujourd'hui et qu'on le ramène dans une salle de classe d'aujourd'hui, il ne serait pas dépaysé. Par contre, vous le sortez de la salle de classe, il est dépaysé. Ça signifie encore une fois que, paradoxalement, l'école est l'institution qui a le moins intégré les TIC. Et pourtant, les TIC, dans la vie de tous les jours, c'est incontournable. Donc on comprend que là aussi, l'ambition de l'État du Sénégal, c'était véritablement de mettre les TIC au cœur du système d'enseignement supérieur. Et l'une des solutions, pas la seule, a été la mise en place de l'UVS. L'UVS est une université virtuelle. Mais là aussi, malheureusement, parfois le terme virtuel n'est peut-être pas bien compris, parce qu'au Sénégal, on a souvent tendance à opposer virtuel à réel. Les gens croient que ce qui est virtuel, c'est ce qui n'existe pas. Or, évidemment, c'est loin d'être le cas. C'est peut-être seulement un problème de transcription, je ne sais pas en anglais. Virtuel renvoie à autre chose, n'est-ce pas, que quelque chose qui n'est pas réel. Et ça signifie que l'UVS est une université qui est quasiment sans mur. Une université classique, on se réveille le matin, on va à l'amphi, on écoute le professeur, on prend des notes, on rentre chez soi, on va dans des salles de télé, on fait des cours, on rentre chez soi. Si on veut accéder à des ressources, on va à la bibliothèque, on va emprunter un ouvrage, on le consulte sur place, et puis on fait des tas de choses, mais on le fait en présentiel. L'UVS consiste à faire tout cela, mais à le faire à distance. Ça signifie que chez nous, nos salles de classe, elles sont pas en physique. Nos salles de classe, c'est des espaces sur Internet où les étudiants ont la possibilité d'aller, par exemple, télécharger le cours
Le cours est délivré dans un format qui mixe à la fois de la vidéo, du texte, de l'audio. Ça signifie quoi? L'étudiant peut aller sur la plateforme de l'enseignement, sur la plateforme de formation de l'UVS, accéder à un cours. Pour ce cours-là, il verra son professeur à travers une capsule vidéo où le professeur va expliquer les choses. Il aura des ressources qu'il pourra télécharger. Il pourra aussi, grâce à des classes virtuelles ou à des forums, interagir à distance avec ses camarades, avec des enseignants, des tuteurs. Maintenant, il est vrai que l'UVS, sa particularité, c'est que même si nous sommes une université à distance, nous avons quand même des murs, nous avons des ENO. Et ça aussi a été une véritable innovation dans le contexte du Sénégal. Pour quelle raison? Parce qu'on est dans un contexte où effectivement l'enseignement supérieur et l'université, sa vocation, ce n'est pas seulement de transmettre des connaissances. L'université, c'est aussi un espace de socialisation, où on se forme, où on interagit avec des gens de sa génération. Et donc pour nous, il était important que l'étudiant à l'UVS ne soit pas isolé. Et c'est cela qui a justifié que les ENO soient mis en place. Donc ces ENO sont des espaces de socialisation, encore une fois, qui permettent à nos étudiants de pouvoir se retrouver, de pouvoir travailler de façon collaborative, mais aussi dans les ENO, nous organisons toutes les activités pour lesquelles il est nécessaire d'avoir une présence physique de l'étudiant ou de l'enseignant. Par exemple, les évaluations se font à l'ENO dans les mêmes conditions que les universités en présentiel, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'examen à distance, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, il faudrait sécuriser, il faudrait mettre en place un dispositif. Donc nos étudiants, ils viennent à l'ENO pour pouvoir faire les examens. Maintenant, l'ENO aussi n'est pas seulement destiné à l'UVS, puisque l'ENO aussi, sa vocation, c'est véritablement de pouvoir profiter aux populations environnantes. Aujourd'hui, nous avons 13 ENO qui fonctionnent sur tout l'étendue du territoire national. Nous avons une vingtaine d'ENO aujourd'hui qui sont en construction. Et à terme, l'UVS vise à avoir 50 ENO. Donc au moins dans chaque département du Sénégal, nous aurons un ENO. Et dans les grands départements comme Dakar, nous aurons deux ou trois ENO. Et dans un ENO, nous avons un amphi de 200 places avec lequel on peut interagir à distance grâce à un système de visioconférence. Nous avons 2 espaces open space qui ont chacune une capacité d'accueil de 100 machines. Et donc ça signifie qu'à terme, quand nous aurons nos 50 ENO, nous aurons en simultané 20 000 places dans l'ensemble du réseau de l'UVS, ce qui nous permettra aussi d'avoir un réseau distribué, n'est-ce pas, à l'échelle du territoire national. Et les ENO aussi, et c'est sur quoi je vais terminer, ils sont ouverts aux communautés. C'est pour ça qu'on les appelle espaces numériques ouverts. Parce qu'au fond, il s'agit un peu à l'exemple de ce qui est fait aujourd'hui, et je voudrais féliciter d'ailleurs les initiateurs de cette semaine africaine des sciences. L'ENO, pour nous, c'est un peu cela. C'est un espace au sein duquel on va pouvoir inviter des collégiens, des élèves, on va pouvoir faire de la vulgarisation, on va pouvoir mettre en place des Fab Labs, on va pouvoir former des acteurs locaux à maîtriser l'outil informatique. Et on comprend que le défi qu'il y a derrière, c'est véritablement de contribuer à la transformation de notre pays, tant sur le plan économique que sur le plan social, et aussi de réduire la fracture numérique, parce qu'au fond aujourd'hui, c'est vrai que ne pas accéder à Internet, ne pas accéder à l'ordinateur, ça vous met dans une situation d'inégalité, n'est-ce pas, qui est préjudiciable pour l'individu. Merci beaucoup pour cette contribution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour l'instant, notre système éducatif, il faut le reconnaître, est un peu à la traîne, à cause de l'accès à Internet qui est assez difficile. Le contenu aussi qui ne marche pas forcément avec les réalités socio-culturelles et les enjeux du XXIe siècle. Et la qualité également n'est pas adaptée au contexte actuel du monde, avec la mondialisation, la globalisation, comme il a souligné tout à l'heure, l'importance de l'intelligence artificielle, etc. Donc j'aimerais savoir, quelles sont les stratégies à mettre en place pour être sûr que le Sénégal ne soit pas laissé en rade regardant ces nouvelles technologies comme la robotique, l'intelligence artificielle et l'enseignement en ligne? Moi, je dirais que ce qu'il nous faut, c'est des stratégies d'abord audacieuses. Parce que souvent aussi, on a souvent tendance dans notre contexte à dire tout ça, c'est trop compliqué pour nous, nous sommes des pays en voie de développement, on a peut-être d'autres priorités que ces questions technologiques. Alors que fondamentalement, si nous ne faisons pas attention, le monde est en train de se transformer, et si nous ne maîtrisons pas cette technologie-là, ça signifie que notre retard, il sera abyssal. Et il faut bien comprendre que là aussi, nous sommes en face de technologies qui sont relativement récentes. Ça signifie quoi? L'industrie automobile existe depuis presque 2 siècles. Nous avons aujourd'hui quasiment 2 siècles de retard.
parce que nous n'avons pas encore au Sénégal de tradition dans ce domaine-là. Mais si on prend l'IA, si on prend la robotique, si on prend toutes ces nouvelles sciences émergentes, ça signifie qu'on a, je crois, la possibilité, si évidemment les stratégies mises en place sont pertinentes, d'être à la pointe du progrès. C'est une question de volonté politique et c'est aussi une question simplement de capacité des acteurs que nous sommes, du secteur éducatif, à pouvoir intégrer tous ces défis dans nos enseignements. Et je prends une question comme par exemple, nous sommes dans des pays où très souvent, par exemple en Afrique, on estime qu'on a un déficit d'à peu près 1 million en termes de personnel scientifique et technologique. On en a 100 000 et on devrait en avoir 1,1 million. Donc nous avons un déficit qui est extrêmement important. Pourquoi nous avons du mal, évidemment, à avoir des scientifiques? À mon avis, c'est aussi la façon dont peut-être les sciences sont enseignées. Moi, j'appartiens à une génération où mes cours de physique ou de chimie se passaient au tableau. Je suis désolé, mais bon, c'est pas ça qui fera aimer les sciences. Aujourd'hui, nous avons des outils, ils seront peut-être plus indiqués que moi pour en parler, des virtualisations, des simulations. Nous avons reçu une fois Cyril Ndao à l'UBS qui nous avait présenté des outils de réalité augmentée. Et c'est extraordinaire. Ça signifie encore une fois que si nous maîtrisons cette technologie-là et si nous les mettons à disposition de nos élèves, de nos étudiants dès le plus bas âge, on peut susciter chez eux cette vocation-là et on peut évidemment les amener à aimer les sciences. Parce qu'au fond, aimer les sciences, c'est souvent aussi le faire de façon ludique. Et aujourd'hui aussi, avec les games, les jeux sérieux ou d'autres outils qui existent, on peut étudier les sciences tout en jouant. Et là aussi, si on regarde la façon dont les enfants apprennent, on se rend compte que, évidemment, la ludification, c'est un enjeu important pour nos systèmes d'apprentissage et pour nos écoles. Et donc, pour moi, fondamentalement, je crois qu'il faudrait que nous soyons audacieux, il faudrait que nous soyons ambitieux, et il ne faudrait surtout pas que nous considérions que tout cela est trop beau pour nous, et que nous laissions ça simplement, et que nous soyons un peu un wagon qui est traîné par les autres, on suit, et on n'invente pas, on n'innove pas. Et effectivement, il nous faut de plus en plus innover, il nous faut aussi surmonter les barrières psychologiques et toutes sortes qui nous empêchent d'aller dans cette voie-là. Alors ça c'est une excellente question parce que il y a un réalisateur américain qui s'appelle Woody Allen. Il a dit un truc que je trouve très intéressant. Il dit moi je m'intéresse beaucoup au futur parce que je compte y passer beaucoup de temps. Alors je crois que ça c'est une situation qui nous parle nous Africains en particulier. Moi j'ai 33 ans. Les statistiques officielles de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ou du développement au Sénégal disent que je suis plus âgé que 70% de la population au Sénégal. Donc en fait, relativement, ici, je suis très vieux. Enfin, je fais partie de... Si on divise la population en 3 parties, je fais partie du 3e âge en fait. Et donc, en termes de population, en Afrique, et ça c'est une statistique qui est vraie au Sénégal, mais elle est aussi très très vraie partout en Afrique. En fait. Les populations sont très très jeunes. Et par conséquent, si on vit bien, si on vit longtemps, on sera le continent où les populations passeront le plus de temps dans le futur. Et par conséquent, on doit penser à ces choses-là maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une révolution technologique qui est en place, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les économistes s'appellent l'intelligence artificielle et toutes les choses qui tournent autour des general purpose technologies. C'est-à-dire que des technologies qui ont avancé dans un intervalle de temps réduit, qui ont avancé tellement vite qu'elles sont déjà en train de transformer toutes les industries qu'on connaît. Mais encore une fois, la différence aujourd'hui entre les précédentes révolutions technologiques et industrielles et celle-ci, c'est que le savoir est disponible partout. Et on peut aller le chercher partout. Prendre le livre X ou Y, prendre 3 chapitres et les parcourir complètement. Vous pouvez faire ça pour réussir les examens. Le problème, c'est que quand on parle vraiment de science, c'est une fois que vous avez acquis des concepts, comment vous les utilisez pour construire quelque chose de nouveau ou pour résoudre des problèmes. On ne nous apprend pas à faire ça dans les universités.
Et je n'ai pas la solution à cette histoire. Hein. Enfin, il y a des gens qui sont payés pour réfléchir à ça. Mais il me semble que les systèmes sont complètement obsolètes et qu'il faut aujourd'hui les repenser. Alors moi, je suis aussi professeur à l'African Institute of Mathematical Science et nous essayons de faire les choses différemment. Ce n'est pas parfait. Mais nous essayons de créer des environnements où on replace les étudiants au centre du système éducatif. C'est-à-dire qu'on donne aux étudiants les capacités d'apprendre par eux-mêmes, on leur donne les capacités d'acquérir les connaissances qui sont en phase avec leurs intérêts, de telle sorte à stimuler leur créativité. Et il y a différentes façons de faire ça, et encore une fois, tout ce qu'on fait n'est pas parfait, mais je pense que c'est dans ce sens-là que l'on doit aller. Et en fait, ce n'est pas complètement conflictuel avec l'éducation classique, c'est juste qu'il faut que nous amenions une certaine nouveauté dans nos façons d'enseigner, dans nos façons de présenter l'information, dans nos façons de transmettre, mais surtout de susciter des vocations. Parce que certaines choses, on ne doit certainement pas attendre d'arriver à l'université pour nous intéresser à certaines choses. Quand vous allez aujourd'hui au lycée et que vous avez une initiation à l'algèbre et qu'on vous parle de matrices, on vous présente les matrices sous une forme complètement abstraite, comme un tableau de chiffres, on peut faire des opérations de transposition, etc. Mais on ne vous dit pas, par exemple, qu'une image, en fait, ça correspond à une matrice. Et que lorsque vous agrandissez une image, ou que vous resize, je sais pas comment on dit ça. Voilà, lorsque vous compressez une image, vous êtes en train d'effectuer certaines opérations sur cette matrice-là. Et c'est des opérations qu'un étudiant, enfin un élève de seconde est en mesure de comprendre parfaitement. Mais on ne nous dit pas ça. Donc vous arrivez à l'université et subitement vous découvrez une image, en fait, c'est une matrice. Et pourquoi vous ne saviez pas ça avant? Peut-être que ce n'était pas important, mais entre-temps, des élèves qui auraient pu être intéressés par la science, s'ils avaient cette information-là, parce qu'ils sont intéressés par le traitement de l'information, etc., vous les perdez en route. Ils disent, bon, ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas intéressé par ces trucs absolument abstraits. Et au Sénégal, on se retrouve à avoir des taux de réussite au bac scientifiques qui sont de l'ordre de 15 ou en tout cas moins de 20%. Et on se plaint en plus d'avoir une flopée d'étudiants littéraires. Enfin, moi, j'ai des amis qui, lorsqu'on était au collège, qui sont partis faire des séries L, mais on se connaît tous entre élèves. En âme et conscience, on sait que ce n'est pas une question d'intelligence. Si vous allez en S ou en L, c'est juste une question d'intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt en ça. Pour quelle raison ils vont se mettre à faire des maths si ça ne les intéresse pas? Donc voilà, c'est une vaste question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais elle mérite d'être posée. Ma conclusion sur cette histoire, c'est que nous devons complètement repenser nos systèmes éducatifs et nos façons de créer et de transmettre l'information. Je pense que c'est un bon endroit, ici en tout cas en Afrique en général, c'est un bon endroit pour le faire parce que nous avons la population la plus jeune, nous avons la population qui croît le plus vite. On sera, dans 30 ans, notre population en Afrique aura complètement doublé, on sera 2,4 milliards en an. Donc on a une population qui croît extrêmement rapidement et ça nous impose, si on veut être au diapason de ce qui se passe dans le monde, de repenser nos systèmes éducatifs et de le faire en même temps que, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que d'ici 20 ans, une génération pour créer une infrastructure de recherche qui est assez importante pour soutenir le système éducatif. Il faut qu'on fasse tout en même temps. Voilà. Ça semble beaucoup, ça semble être des défis insurmontables, mais c'est des choses qui sont complètement faisables, encore une fois, parce que l'information est disponible. Donc voilà, merci beaucoup. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est peut-être que quel serait le résultat si on fait pas ce défi, si on ne fait pas ce défi. En académie, on dit publish or perish. Quand tu es un professeur, bien, tu dois publier ou bien tu verrais bien on te renvoie. Tu n'as pas ton tenureship. Dans l'échelle mondiale, moi je dis si on n'innove pas, on perish. Et la différence entre le professeur qui perd son travail
et un pays qui peut riche, c'est une très grande différence. Les professeurs, ils trouvent notre travail plus tard. Les pays, on a qu'un seul pays. Alors, si on peut riche, on peut riche. Alors, si on n'arrive pas à surmonter ce problème, ce qui nous arrive, je ne vais pas être très noir ou pessimiste, mais on aura une autre sorte d'esclavage qui va se développer. Les gens qui ont dominé l'Afrique, c'est parce qu'ils ont une grande technologie. Ils ont une technologie. Et cette technologie nous permet de pouvoir dominer l'Afrique, qui sont en train de toujours dominer l'Afrique. Alors, mon ami dit qu'il y a une nouvelle situation qui se trouve, il y a des nouvelles technologies, de nouvelles connaissances qui est accessible aux Africains, aux Sénégalais. Alors, la même chose va se dérouler. Si on ne maîtrise pas cette technologie-là aujourd'hui, on va être dominé par cette technologie dans les années qui vont venir et on va être dans ce problème qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce que je dis là maintenant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le sait tous. Mais c'est important toujours de sonner l'alarme pour dire que ce n'est pas quelque chose de petit, mais c'est quelque chose de très grand. Alors, quoi faire? Bon, les solutions sont très... On n'a pas les solutions en tête, mais il y a des indications, il y a des choses qu'on peut dire. La première chose étant que je pense que l'éducation est très importante. Et cette éducation ne doit pas être éloignée des réalités de la société. Le professeur qui enseigne très bien ses élèves pense qu'un jour, que ces élèves vont devenir des gens qui vont entrer en mode travail. Le parent envoie ses élèves, ses enfants à l'école parce qu'il croit qu'un jour ils vont devenir quelqu'un. Alors si ce devenir n'est pas clair ou bien n'est pas possible, il n'y aura pas l'envie d'aller à l'école, même d'aller dans les séries scientifiques. Alors il doit y avoir une connexion entre l'éducation et job creation et le market. Les réalités doivent être là-bas. Alors de dire qu'on doit avoir 50% d'alphabétisation ou bien 20% d'alphabétisation, ça pour autant tenir compte de ce qu'ils vont venir plus tard, c'est un problème. Alors il doit y avoir une connexion entre les deux. Pour un développement durable et pour répondre à ta question, il y a trois choses que je pense doivent se faire. La première étant l'éducation, et on peut passer toute une journée à en parler, on ne va pas le faire. La deuxième, quand même, c'est l'innovation. Et je vais parler un peu de cela. L'innovation, c'est la valeur ajoutée des ressources naturelles qu'on a. Okay? En tant que pays, on a beaucoup de choses, tu parles de pétrole, de gaz ou bien de la terre. Ces ressources sont fixes, sont des choses qui sont fixes. Alors ça veut dire que ça ne grandit pas. Si on étudie la thermodynamique de tout ça, ce sont des choses fixes. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut en rendre de valeur? C'est l'innovation. Alors sans l'innovation, on ne peut pas se développer en Afrique du tout. Ces technologies dont vous parlez, on ne peut pas les utiliser sans l'innovation. Alors comment faire pratiquement pour faire l'innovation? Mon ami vient de parler des laboratoires. La chose qu'on peut faire en Afrique, particulièrement au Sénégal, c'est créer des laboratoires de recherche qui permettent à nos élèves, nos chercheurs, d'avoir accès à ces technologies qu'on parle là. Alors, avoir accès à l'intelligence artificielle, d'avoir accès à la neuroscience, d'avoir accès à la robotique, d'avoir accès, plasma physics, avoir accès à toutes ces sciences et faire des recherches dans ces domaines pointus. À travers ces recherches, ils vont pouvoir créer des produits, de nouvelles technologies qui vont créer de l'emploi puisque qui vont créer de nouvelles industries. Alors c'est très important de vraiment se focaliser sur l'innovation. Donc merci beaucoup sur vos applaudissements s'il vous plaît pour cette super intervention. Donc là je laisse la parole au public s'il y a d'éventuelles questions ou contributions. Vous candidatez pour des grants, en tout cas pour recevoir de l'argent. Voilà. Donc, vous recevez de l'argent pour faire de la recherche, donc très souvent de l'argent public, parce que l'investissement privé dans la recherche ici est assez embryonnaire. Vous recevez de l'argent public ou des fonds qui viennent d'ailleurs. Et si vous recevez cet argent-là, vous faites de la recherche qui est destinée à être publiée. Par contre, la qualité de la recherche que vous avez faite avec les fonds que vous avez demandés est déterminée par les endroits ou les journaux
où vous publiez cette recherche-là. Et donc on va vous dire pourquoi on considère que vous avez fait une certaine recherche. Et ça c'est le ministère, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent au ministère ici, qui le disent, hein, qui vont vous le dire. Voilà. Ils vont vous dire que pour que cette recherche-là soit considérée comme importante, il faut que ça soit publié dans telle revue, telle revue, telle revue. Et ces revues-là sont payantes. Et c'est le ministre qui met l'argent, enfin le ministre, en tout cas l'État du Sénégal qui met l'argent pour que vous fassiez cette recherche-là, qui doit être disponible pour le plus grand nombre et qui vous incite de façon indirecte à publier cette recherche dans des journaux pour lesquels l'accès est payant, et qu'en retour, donc, de façon implicite, priver le contribuable qui a financé cette recherche-là des fruits de cette recherche. Je ne pense pas que ça soit fait à dessein, mais par contre, des questions se posent. Et ça, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs en Afrique. Ça, c'est une question extrêmement importante que vous posez. Je pense que peut-être qu'on aura les réponses ici, ou en tout cas, au moins, les personnes qui représentent le ministère ici savent que ces questions sont posées. Le deuxième point que vous avez très brièvement soulevé, c'est l'investissement dans la recherche au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout en Afrique. Il n'y a pas un pays africain qui investit 1% de son PIB dans la recherche. Et ça, par contre, ça, pour être tout à fait franc, c'est à la limite, c'est suicidaire. En fait, c'est même criminel. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent ces décisions-là font partie des 2% les plus âgés de la population. Ça ne les concerne pas. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est vrai, les fruits de la recherche qui aurait été faite avec ces investissements-là, ce n'est pas eux qui vont en bénéficier. Ceux qui vont en bénéficier, c'est la majeure partie de la population. L'âge médian en Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Ça veut dire 50% de la population a moins de 19 ans. Faire tous les programmes de développement qu'on veut, etc. Tant que les investissements ne se feront pas au niveau auquel ils doivent se faire, et tant que ces investissements ne seront pas dirigés vers les endroits où ils doivent aller, on n'ira nulle part. En tout cas, c'est des très bons points et je partage entièrement vos remarques. Merci beaucoup. Je pense aussi qu'il y a le problème de la valorisation de ces résultats. Ça, on doit mettre en place une politique pour la valorisation des résultats de la recherche. Bien que c'est publié dans des revues internationales et qu'on n'a pas accès, certains n'ont pas accès à ça, mais on peut faire en sorte que ces résultats puissent être valorisés. Donc, le deuxième point, c'est aussi d'essayer de faire des recherches pour les besoins de la population, orienter les recherches vers les besoins de la population. Mais si on est financé par des structures étrangères, donc nous on travaille pour eux, parce qu'en fait ils amènent des fois leurs thématiques de recherche. Donc tout ce qu'on trouve, ce n'est pas pour le pays, c'est pour eux. Donc vraiment il faudrait qu'on revoie notre façon de faire la recherche orientée vers les besoins de la population et surtout faire la valorisation de ces résultats de la recherche. Comme il l'a dit, nous chercheurs, on est entre quatre murs, donc on fait des travaux et après on publie, on met dans les tiroirs. Mais il faut qu'on puisse sortir de ça, donner l'information à la population. Donc merci. On incite les élèves à faire des clubs scientifiques, là où ils vont compétir avec des élèves qui se trouvent autre part dans le monde, en États-Unis et en France. Il se trouve que les élèves qui prennent des cours simplement et qui s'en vont ne sont pas si, en général, ils sont moins mieux que les élèves qui participent à des activités extracurriculaires, sur créer des robots ou bien créer des machines. Moi, par exemple, dans mon laboratoire, j'essaie de recruter les élèves qui ont cette expérience. Alors c'est ce qu'on fait pour aider par rapport à l'éducation supérieure. Et évidemment, la recherche c'est très important et on peut rester toute une journée à en parler, mais c'est impératif et c'est impératif que nos étudiants, les chercheurs, aient les mêmes conditions de recherche que les chercheurs qui sont autre part. On ne peut pas faire le même travail ayant moins de ressources. C'est pourquoi il ne s'agit pas de comprendre ça. Alors pour mon mot de la fin, je reviens avec ce qu'on a dit par rapport à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Quand j'ai fait le tour aujourd'hui des différentes stations, j'ai vu qu'il y avait des élèves qui travaillaient sur la robotique et des choses. Tout ça, c'est très important et on les encourage beaucoup.
Et nous encourageons aussi Khadija qui fait un travail très extraordinaire. Bon, ce que je vais dire même par rapport à ceux qui travaillent sur ces différents projets, il faut savoir que ce que vous travaillez là aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour le Sénégal, mais c'est pour le monde. Le monde est très ouvert. Ça veut dire que la compétitivité, je ne sais pas français trop bon, mais le competitiveness de votre travail, ce que vous faisiez doit être très compétitif par rapport à ce qui se fait d'autre part. Ça veut dire que moi, mon labo, nous créons des choses à l'échelle nanotechnologie, des choses à l'échelle micron. Ça veut dire que si j'ai venu ici en Afrique, j'ai détruit la compétition. Alors, ce n'est pas avantageux pour nous. Alors, le message que je donne à ces différents gens qui travaillent, c'est d'essayer de travailler sur les dernières technologies et d'être les meilleurs dans ce que vous faites. Et ne pas être toujours en derrière de faire des applications peut-être, ou bien d'attendre que les gens font des choses et puis les faire. Sinon, on est toujours en retard. Donc, moi, je vais commencer par effectivement remercier Khadija parce que des événements comme ça sont assez rares ici en fait. Et je pense qu'on n'en mesure pas assez l'importance. Juste le fait de passer dans les stands et de voir toute la créativité et toutes les choses que les gens font dans leur coin avec très peu de moyens et de se poser la question qu'est-ce que ces gens-là auraient pu faire s'ils avaient eu plus de moyens et s'ils étaient encore plus support, enfin, en tout cas s'ils étaient encore plus aidés et encadrés. Je trouve ça assez fascinant et assez extraordinaire, donc félicitations. Donc, concernant la remarque et / question, encore une fois, ici au Sénégal en tout cas, nous avons beaucoup d'atouts et nous avons une occasion de transformer nos systèmes éducatifs. Et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Bon, ça demande une réflexion assez importante, pas seulement des académiques, mais aussi des industriels, parce que l'éducation supérieure aujourd'hui et la recherche ne se fait pas sans les partenaires industriels. Mais il faut d'abord, à mon avis, des investissements importants. On ne peut pas faire de la recherche aujourd'hui sans les investissements qu'il faut. On va faire moins d'1% d'investissement dans la recherche scientifique et attendre quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de démiurge ou de Superman chercheur qui va arriver et faire quelque chose d'extraordinaire avec 3 francs 6 sous. Ça n'arrivera pas. Il faut arrêter de rêver. Le monde a dépassé ce stade-là. Pour faire de la recherche de qualité qui peut, dans un futur proche, se transformer en un produit qui est la base d'une entreprise capitalisée à milliards de dollars comme c'est aujourd'hui, il faut des investissements massifs dans la recherche. Et moi, je vais vous donner un exemple. C'est que pendant longtemps, le Canada, où j'ai passé un peu de temps, a investi sans retour, dans une même mesure la France d'ailleurs, dans l'intelligence artificielle. Il le faisait pendant que tout le monde disait que cette science est absolument inutile, ça ne sert à rien du tout. Je me rappelle quand j'étudiais là-bas, on recevait des sous, j'étais dans un labo où on recevait beaucoup d'argent, en tout cas le labo en recevait beaucoup, mais sans retour. C'est-à-dire qu'ils investissaient clairement sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est un pays qui a moins de 50 millions d'habitants, mais ils sont à la pointe de la révolution technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas les États-Unis, ils ne sont pas la Chine, mais ils sont à la pointe de cette histoire. Si vous allez à Montréal, il y a tous les grands groupes de recherche en intelligence artificielle ont un centre là-bas. Pour la simple raison que ces gens-là ont investi dans la recherche fondamentale dans cette discipline et ils en récoltent les fruits. Si eux, ils ont fait ça, avec une population qui est beaucoup moins jeune que la nôtre, donc par conséquent qui doit se projeter, en tout cas moins que nous devons le faire, nous devons aujourd'hui investir beaucoup plus dans la recherche. Ça semble être une évidence. Alors, mon dernier point sur cette question, c'est que statistiquement, et ça c'est statistique, les personnes les plus intelligentes dans le monde seront africaines. Pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons des enfants, c'est ça la réalité. On sera non mais c'est vrai, on sera 2,4 milliards dans 30 ans et on sera les plus jeunes. L'innovation, c'est créé par les jeunes. Si aujourd'hui on met les investissements qu'il faut, on aura les personnes les plus intelligentes à ce moment-là. Et s'ils ont les investissements qu'il faut, ils créeront les technologies et ils feront la meilleure recherche possible. Donc
mon dernier point, c'est un message que je vais passer à ces dames pour qu'elles le transmettent au ministère. Il faut investir plus dans la recherche. Merci. Bachir Diagne aime souvent dire que l'école, c'est quoi au fond? C'est l'usine qui fabrique l'avenir. Moi, en tant qu'enseignant, quelles compétences j'ai pour dire quel avenir je veux pour mon pays? C'est encore une fois que l'école, c'est un projet collectif. Et par conséquent, l'adéquation formation-emploi, ça signifie que pour moi, dans la conception des programmes, on ne peut pas faire fi des besoins des entreprises. Aujourd'hui, nous avons des acteurs incontournables et nous avons également, même dans nos... parce qu'au fond, enseigner, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement un métier. Est-ce que pour enseigner, il faut nécessairement avoir eu un parcours classique d'universitaire? Non, aujourd'hui, on peut enseigner la stratégie sans avoir de doctorat en stratégie. D'ailleurs, imaginez quelqu'un qui enseigne la stratégie mais qui n'a jamais été en entreprise. Mais ça pose un problème. En médecine, ils ont réglé le problème. En médecine, pour être enseignant en faculté de médecine, il faut pratiquer. Autrement dit, pourquoi ne pas envisager aussi que dans d'autres secteurs de nos universités, que nous accordions plus de place, n'est-ce pas, à des gens qui sont issus de la vie professionnelle et de la vie au sens général. Maintenant, c'était quoi la dernière question? Sa question à lui. Oui, il y avait un autre point que j'avais noté, mais j'ai un trou de mémoire. C'est les remerciements. Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment, j'étais très heureux de prendre part à ce panel et remercier encore une fois les organisateurs. Et effectivement, moi j'ai été frappé déjà par la qualité de la préparation. Et il faut le dire, c'est assez rare dans notre contexte parce qu'on ne sait pas toujours bien organiser. Je crois que ça, il faut le dire. Et il faut vraiment féliciter ceux qui ont eu à préparer cet événement et souhaiter qu'il y en ait d'autres comme celui-là. Et parce qu'au fond, le défi aujourd'hui, je crois, comme il l'a dit également, c'est peut-être les enfants d'aujourd'hui. Et même par rapport à la question que vous avez soulevée sur l'adéquation formation-emploi, aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que les enfants qui sont aujourd'hui à l'école, quand ils vont travailler dans 20-30 ans, la majorité des emplois qu'ils vont exercer n'existent pas encore aujourd'hui. Ça signifie que quand on forme en réalité, il ne faut pas qu'on forme parfois des métiers qui peut-être vont disparaître. Il faudrait aussi permettre de développer chez les apprenants la capacité à s'adapter, la capacité à faire face à un nouveau contexte. Et pour moi, il ne faudrait pas que nous considérions que la mission de l'école simplement, c'est de former un métier. Encore une fois, les métiers, aujourd'hui l'IA est là, l'IA va tout bousculer. Les métiers de demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils seront. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est peut-être développer chez eux la capacité peut-être à traiter l'information, à donner du sens à l'information, voilà. Et pour moi, ça, c'est des compétences qu'on ne prend pas suffisamment en charge aujourd'hui dans nos systèmes éducatifs. Donc merci beaucoup pour vos interventions. On a vraiment beaucoup appris de vous. Et on espère, Inch'Allah, que l'intelligence artificielle, la robotique et notamment le système d'apprentissage virtuel auront une certaine importance au Sénégal d'ici quelques années. Donc nous sommes au terme de ce panel et ces panels, notamment ceux d'hier et d'aujourd'hui, ont pour optique de promouvoir l'entrepreneuriat, la technologie adossée aux valeurs culturelles africaines, parce qu'il est également bon de le souligner. Donc on a à échanger avec d'éminents intellectuels, hommes comme femmes, et ce qui nous a permis d'échanger, de nous enrichir intellectuellement. Et nous sommes la jeunesse, nous sommes le vecteur du changement. Donc on vous remercie de votre présence et vous souhaitons de passer une agréable fin de journée. Merci.